5. 5, c'est le nombre de jours que l'on va passer dans ce jeu absolument terrifiant. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait d'être dans la peau d'un malade mental? Et si votre réponse est oui, alors vous êtes au bon endroit. Quand je lance un nouveau jeu vidéo, personnellement, c'est pour découvrir de nouveaux gameplays en affrontant des boss difficiles, lâcher prise en me baladant dans des open world, ou encore découvrir une histoire tout simplement incroyable. Mais parfois, il y a des jeux qui sont là seulement pour choquer les joueurs. Et Septembre 1999 fait partie de ces jeux. Il ne va pas vous bouleverser par sa durée de vie qui n'est que de 5 minutes, ce qui est déjà bien plus que moi au lit, ni par son gameplay immersif. Ce qui fait que ce jeu est tout simplement exceptionnel, c'est le fait qu'il va vous traumatiser. Le jeu commence dans ce qui ressemble à une chambre, avec quelques bruits inquiétants en fond. Et en faisant le tour des lieux, on peut remarquer déjà plusieurs choses. On y voit deux tableaux de perroquets. Alors soit on aime extrêmement les perroquets, soit c'est peut-être un petit message subtil du créateur. Et on remarque aussi que nous sommes très certainement alcooliques sur les bords. Peut-être parce que l'on s'est fait quitter, peut-être qu'on a des problèmes d'argent, ou qu'il y a un proche qui est décédé. En tout cas, en sortant de la pièce, on fait face à 3 portes, qui sont toutes fermées. Et encore des tableaux d'oiseaux. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début du jeu, on est en train de filmer. Est-ce que c'est pour faire une sorte de performance artistique, pour faire un vlog? On n'en sait rien et on aura très certainement des réponses à la fin. Et après avoir fait le tour des lieux, le jeu nous propulse au jour suivant. On se retrouve cette fois dans le couloir de la maison. Et en faisant le tour, on entend des bruits sourds. Quelqu'un qui toque, notre voisin, un homme dans la cave. On en saura très certainement plus dans quelques minutes. En entrant dans la chambre, il y a toujours autant de canettes au sol, voire un petit peu plus que la veille. Et surtout, il y a cette foutue lampe qui n'arrête pas de clignoter. Et c'est tout. Une simple maison vide que l'on doit explorer avec un intervalle de quelques heures entre chaque jour. Les seuls changements est de un, que l'on boit bien plus que la veille, et de l'autre, que notre lampe est en fin de vie. Et il y a une autre remarque que l'on peut faire, c'est que l'on filme que la nuit. Est-ce qu'on est une sorte de chasseur de fantômes, ou peut-être simplement une expérience sociale? On en saura très certainement plus la nuit suivante. « 4h du mat. Et on se retrouve en face de notre porte d'entrée. Et c'est à partir de ce moment du jeu que tout va commencer à aller très vite. Alors pour les personnes assez sensibles, je vous conseille de quitter la vidéo. On remarque directement que la police est présente. On entend 2 agents sortir de leur voiture et demander s'il y a quelqu'un à l'intérieur de la maison. Chose encore plus étrange, toutes les fenêtres sont barricadées. Et lorsque l'on marche, on ne fait absolument aucun bruit. Comme si l'on voulait éviter que des gens connaissent notre présence. Ah, et je suppose que vous l'avez déjà remarqué, mais toutes les lumières sont éteintes. On est dans le noir complet et la seule source de lumière, c'est une lampe torche. Puis, on décide de s'avancer vers la chambre, là où finalement tout a commencé. Et la première chose que l'on remarque, c'est cette femme. Dans une grande bâche, encore en vie, en train de respirer. Quand j'ai vu cette femme, personnellement, j'ai eu un frisson glacial qui m'a traversé le dos. De base, en voyant les flics, je me suis dit, est-ce qu'on est recherché pour vol, fugue? Mais il a fallu simplement ouvrir la porte pour comprendre qu'on était bel et bien en fou. Il y a un autre détail assez important, l'un des tableaux où il y a le perroquet, l'une des premières choses que l'on voit en commençant le jeu, est complètement cassée. Et bien sûr, on étudiera tout ça à la fin. Cette fois, on allume notre caméra bien plus tôt et... il y a du sang partout. On peut entendre derrière l'une des portes du couloir une personne hurler à l'aide.
Elle a beau faire le plus de bruit possible, hurler de toute son âme, frapper la porte, rien ne changera à sa situation. Et nous, on est là, en train d'entendre ses supplices, sans rien pouvoir n'y faire. Et on a un fond de musique qui vient s'ajouter à toute cette scène horrifique. Mais là où tout va basculer, c'est lorsque l'on rentrera dans la chambre. Du sang absolument partout. Et à nos pieds, une tronçonneuse. Certainement celle que l'on a utilisée pour découper les membres d'une personne. Ah, et avant de passer à la nuit suivante, il n'y a plus aucun tableau à l'intérieur de la pièce. Avant de vous raconter toute l'histoire derrière ce jeu, j'aimerais que l'on décortique chaque message caché de l'œuvre. Lorsque l'on apparaît dans la chambre, on nous montre directement un oiseau dans un cadre. Ce qui peut à ce moment-là amener à plusieurs interprétations. Et la plus évidente est que la photo, ça représente tout simplement la liberté. Quoi de mieux qu'un animal volant pour représenter ce sentiment de libération? Mais cette liberté n'est qu'éphémère. Enfermé dans un cadre, cela donne juste l'illusion d'être libre. Et à ce moment-là, on peut facilement retranscrire le tableau à la vie du perso. Lui qui essaye de fuir cette situation en buvant et en se droguant au quotidien. Mais la réalité nous rattrape toujours. Nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Et cette idée finalement est renforcée par le fait que nous sommes bloqués dans cette maison et où le jeu se déroule seulement entre deux pièces. Et ce qui est fort, c'est qu'à la nuit 3, le tableau est complètement brisé. Comme s'il acceptait la condition dans laquelle il était, mais avec colère. Colère retranscrite par la femme dans la bâche qui vient tout juste d'assassiner. Puis il y a aussi cette musique jouée lors de la 4e nuit. Une musique qui est censée nous relaxer si on la met dans une autre situation, mais ici elle va juste nous angoisser. Mais alors pourquoi la jouer? Hormis le fait d'amener une peur en plus. Je pense que c'est le fait qu'il accepte enfin qui il est et que cette musique, lui fait seulement du bien. Tout comme nous, on pourrait l'écouter tranquillement en se baladant au bord de mer. On incarne Edward Allison, un jeune étudiant en lettres qui vit au Texas. Et après avoir vécu de nombreux traumatismes comme le harcèlement scolaire, les violences domestiques, suivies d'une longue dépression, il péta tout simplement un câble. Et c'est en se réfugiant dans l'alcool et les médicaments que sa descente continua bien plus vite. Et un soir, il décida de retrouver toutes les personnes qui lui ont brisé la vie et de les torturer jusqu'à la mort. Quand j'ai fini septembre 1999, j'ai ressenti une sorte de malaise en moi, une sorte de gêne malsaine. Et c'est seulement à partir de la 3e nuit que j'ai compris que je jouais en fond. Mais ma curiosité m'a poussé à savoir ce qu'il allait faire par la suite. Et je me suis dit, finalement, est-ce que nous aussi, on ne serait pas aussi fous que lui? Ou du moins, pervers, à vouloir savoir jusqu'où il pouvait aller. Et finalement, à toujours vouloir aller plus loin, on finit par ne plus avoir de limites.